Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle web-série où cette fois-ci nous partirons à la rencontre de l'anthropologie et également un petit peu des défis que cette discipline peut mettre en exergue. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Olivier Servet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain. Alors peut-être dans ce premier magazine, peut-être nous expliquer un petit peu, c'est quoi exactement cette discipline, l'anthropologie ? Alors l'anthropologie, c'est une discipline assez ancienne finalement. On connaît souvent la sociologie sous nos cieux parce que originellement l'anthropologie était plutôt tournée vers les pays du Sud puisqu'elle est née avec les sciences coloniales. Mais en 2 siècles pratiquement d'existence, elle a beaucoup évolué et aujourd'hui on peut dire que l'anthropologue est quelqu'un qui étudie les sociétés humaines, l'humain au sens large dans toutes ses dimensions et particulièrement la dimension sociale. Et donc là où il y a quelques décennies encore, les anthropologues travaillaient principalement dans des pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, aujourd'hui on travaille un peu partout sur la planète, et notamment dans nos sociétés à nous, ce qui est mon cas puisque à l'origine je travaillais au Canada, dans le Grand Nord dit-on, dans des pays froids, auprès de populations amérindiennes, et j'ai vécu finalement la même trajectoire que ma discipline, puisqu'aujourd'hui je travaille plutôt sur tout à fait autre chose, puisque je travaille sur ces tribus en ligne, comme j'aime les appeler. Le continent numérique, en fait. Voilà, exactement, ce nouveau continent numérique qui nous touche tous et qui transforme radicalement les sociétés humaines aujourd'hui. Alors justement, quels sont les grands défis qui se posent à l'anthropologie aujourd'hui par rapport à une génération humaine ? Les grands défis, ils sont multiples. Moi, j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie prospective. Ça dit bien ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on ne veut pas travailler sur, au fond, une histoire de ce qu'étaient les sociétés humaines et de ce qu'était, au fond, l'imaginaire qu'on a autour de l'anthropologue dans des populations dites traditionnelles ou même qu'on appelait primitives. Mais au contraire, on travaille sur les défis tout à fait contemporains. Alors, parmi ces défis contemporains, il y en a un qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est transformation environnementale majeure aujourd'hui qui change radicalement nos sociétés. Il y a l'urbanisation, aujourd'hui, une majorité d'humains vivent en ville, ce qui est une transformation tout à fait profonde de la manière dont l'humain vit aujourd'hui. Et puis alors, l'arrivée des nouvelles technologies, d'Internet, du virtuel, du digital, là aussi, qui est mondial. On a des chercheurs chez nous qui ne travaillent pas seulement sur nos sociétés ou sur les grandes mégapoles humaines, mais au fin fond de villages africains, l'arrivée du GSM, l'arrivée de connexions change là aussi la réalité. Et donc ça, ces trois transformations, la ville, l'environnement, le digital, sont parmi ces grandes mutations sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Et ces mutations-là, comment est-ce qu'elles transforment l'humain, si elles le transforment ? Alors elles transforment l'humain à de nombreux niveaux en fait. Concrètement, moi qui travaille sur le digital est en train, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, c'est pas juste un objet technique, c'est pas juste un objet qui va nous ajouter des potentialités, des capacités, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de radicalement transformer la manière d'être avec les autres. Je prends souvent un exemple classique, moi je donne cours depuis une quinzaine d'années en première année à l'université. Et j'ai vu l'évolution de mes étudiants. Concrètement, il y a une quinzaine d'années, je suis le dernier examen oral, et je me rendais compte qu'il y a une quinzaine d'années, au fond, le dialogue, les yeux dans les yeux, était un exercice social tout à fait normal. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Je sens que mes étudiants ont des difficultés. Et ça se voit parce qu'aux intercours, très souvent, on communique d'abord sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, voire encore sur l'archaïque SMS, plutôt que d'aller rencontrer son copain de classe, son copain de cours, qui pourtant est à 10 mètres de soi. Et donc on sent vraiment qu'il y a une intermédiation là qui se joue autour de l'objet technique, mais qui transforme vraiment les rapports entre les gens. Et il va falloir en prendre compte. Et vraiment, aujourd'hui, ça veut dire que c'est plus qu'un objet technique, c'est devenu presque une extension du corps. Moi, je parle de prothèse, en fait, aujourd'hui. Vous estimez aujourd'hui que les smartphones, c'est un peu on le voit quand on est dans le métro, partout, tout le monde est toujours sur son GSM. Cette manière de faire, d'agir, etc., transforme véritablement l'ensemble de nos relations. Totalement. Pour moi, totalement. Je veux dire, quand on loue un bien immobilier avec ou sans Wi-Fi, ça change tout.
sur Airbnb ou sur n'importe quel site de location en ligne, ben, le fait d'avoir accès au réseau, c'est fondamental, c'est considéré comme un élément qui va de soi pratiquement partout. Et en fait, le smartphone est devenu, enfin je dis le smartphone, ça peut être la tablette, ça peut être bientôt les lunettes augmentées qui seront connectées également. C'est devenu vraiment un objet de base. Moi, sans mes lunettes, là, je ne vois pas grand-chose et il y a énormément de choses que je ne suis plus capable de faire. C'est la même chose. On a une question, on se doute, on se doute de quelque chose, mais on n'a pas de certitude. On va tout de suite sur Wikipédia, sur Google, et on va compléter finalement la panel de connaissances qui sont stockées dans notre cerveau par une extension de nous qui est sur des serveurs un peu loin, mais accessible partout. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que le smartphone est en train de transformer qui nous sommes. Est-ce que ça, par exemple, vous qui êtes professeur dans une université, vous sentez aussi qu'au cours, certains élèves ou étudiants vont aller voir, puisque le Wi-Fi est dans les auditoires, vont aller voir, vous parler, etc., vérifier sur des encyclopédies en ligne pour un peu lancer un débat, ou bien on ne va pas jusque-là? Ah, bah, je dis toujours. Moi, je suis maintenant en perpétuel sous contrôle du web, en fait. Alors, le web dit parfois beaucoup de bêtises aussi, c'est rassurant. Ça permet aussi de construire, finalement, la relation pédagogique et la relation critique, puisque l'université, c'est aussi une de ses fonctions fondamentales. C'est au fond de s'interroger sur la construction des savoirs au sens large. Donc, montrer à mes étudiants que ce n'est pas parce que c'est sur Google ou c'est sur Wikipédia que c'est la vérité, exactement. Mais ça change complètement la manière dont j'enseigne, c'est évident. Aujourd'hui, particulièrement en sciences humaines, immédiatement, tout ce que j'avance est contrôlé, est comparé, est interpellé finalement par d'autres types de savoirs accessibles. Et donc ma fonction d'enseignant change. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça signifie que je ne suis plus avant tout un dispenseur de savoir, c'est plus le rapport maître-disciple, en tout cas dans cette perspective de transmission, mais dans une construction, on est dans une communauté de savoir critique co-construite avec mes étudiants, et donc en permanence je dois pouvoir animer en fait cette gestion du savoir, cette construction du savoir. Moi ça me convient parfaitement. L'anthropologue que vous êtes, est-ce qu'il est pessimiste quant à l'évolution de la société, ou bien quelque part l'anthropologue que vous êtes accompagne l'évolution de la société? Non, moi je n'ai pas à juger, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle c'est vraiment de comprendre en profondeur et sur le temps long. Je ne suis pas sur l'analyste à 3 mois, à 6 mois, à 2 ans. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la longue durée, c'est de voir quelles sont ces transformations qui sont des transformations en profondeur de l'humain, des transformations majeures qui vont vraiment nous marquer sur la très très longue durée. Et ça, c'est un rôle vraiment d'analyse, de compréhension en profondeur. Alors accompagner quelque part, oui, parce que parallèlement, on a énormément de métiers aujourd'hui qui sont confrontés à ces transformations, qui sont même bouleversés par ces transformations. Et ce bouleversement, en fait, il doit être accompagné. En fait, il y a une vraie demande. Moi, je donne beaucoup de conférences à droite, à gauche, parce que je sens bien que face à cette rapidité du changement et sa radicalité, en fait, l'humain cherche à trouver, pas des parades, mais à trouver des manières de vivre nouvelles, des manières de construire le dialogue, la discussion, l'échange de paroles autrement. Et dans ce cadre-là, je donne quelques modestes grilles de lecture, quelques modestes pistes d'analyse, mais qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Parce que ça signifie aussi, si je m'entends bien, que malgré tout, ça demande par exemple à des grands-parents, voire à des arrière-grands-parents, de eux-mêmes se mettre au numérique pour pouvoir rester en contact avec leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Alors pour moi, l'adaptation au numérique, elle est généralisée. On l'a vu effectivement qu'on a les premières générations de ceux qu'on appelle en anglais digital natives, donc ceux qui sont nés avec le digital, donc ça fait partie d'eux-mêmes. Et ça va même les impacter très loin, hein. Les neuroscientifiques montrent qu'au niveau de l'organisation des connexions neuronales, on a parfois, ou la manière de solliciter un certain nombre de ressources du cerveau, on a des manières de procéder qui sont un peu différentes avec les nouvelles générations. Et derrière elles, avec des nouvelles pratiques, en fait, que sont ces pratiques numériques. Alors, c'est vrai pour ces jeunes-là, mais c'est vrai aussi pour tous les autres, pour des raisons professionnelles la plupart du temps jusqu'à 65 ans, et puis pour les grands-parents dont on a parlé, les grands-parents, en fait, c'est une manière de, effectivement, recréer du lien avec les plus jeunes. Et donc, avec leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, on va développer, en fait, des liens par ces technologies, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit... Enfin, moi, j'ai même travaillé avec des grands-parents qui jouaient aux jeux vidéo avec leurs petits-enfants, et les petits-enfants aimaient venir chez eux parce qu'ils pouvaient plus
jouer aux jeux vidéo qu'ils ne pouvaient le faire chez leurs parents. Donc on a vraiment là une nouvelle manière de reconstruire du lien, notamment intergénérationnel, là où on ne l'aurait pas imaginé. Au départ, on se dirait naturellement, au fond, ça va être une fracture générationnelle. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Eh bien, Olivier Sirvet, merci beaucoup. On aura le plaisir, tout au long de cette web-série, d'un petit peu découvrir ce continent numérique et tous ses enjeux. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.